Hauts gradés de l'armée, policiers et gendarmes, ils étaient tous là, côte à côte, pour marquer d'un sceau solennel cette cérémonie de haute portée. Plus qu'un simple rapport, le document laissé à l'appréciation du chef de l'État porte les germes d'une profonde mutation au sein de la police et de la gendarmerie. Après 4 mois d'un travail laborieux, la commission dirigée par l'ancien chef d'état-major, le général Tissou Félix Ressou, livre un diagnostic implacable sur la police et la gendarmerie. Nonobstant les mêmes missions, la gendarmerie et la police nationale se livrent malheureusement à une compétition indigne et nuisible à tous égards sur le terrain de la compétence, en lieu et place d'un espace de complémentarité. Cette concurrence aveugle, mais bien féconde en préjudice, a eu pour corollaire la perversion des comportements et attitudes des personnels pour finir par hypothéquer à jamais la moindre chance d'émergence d'une synergie de pensée et d'action indispensable à la fiabilité, donc à l'efficacité de la posture sécuritaire dans notre pays. Dans un contexte international où les questions sécuritaires sont inscrites au rang de priorité, l'urgence d'une réforme apparaît comme la seule alternative. La commission mise en place à cette fin n'a pas dérogé à sa mission. Elle propose en lieu et place de la police et de la gendarmerie une force unique chargée de la sécurité intérieure. La force unique de sécurité intérieure, FUSI, se révèle être la condition première, la composante déterminante de la dynamique des mutations qualitatives qui fondent et fécondent le développement intégral durable que le programme d'action du gouvernement projette dans un avenir très proche pour notre pays. La police républicaine, dont vous allez bientôt doter notre pays, doit entretenir une constante osmose avec les populations pour acquérir les qualités et les habitudes d'une police du peuple, par le peuple et pour le peuple. Monsieur le Président, l'œuvre de redressement qualitative que vous avez accomplie sur le chantier de la sécurité intérieure s'apparente à une révolution. Cette réforme ne saurait être une demi-mesure, encore moins un raccommodage, puisqu'elle prône un changement des pratiques et des mesures. Au cours d'une séance de travail initiée en marge de cette cérémonie solennelle, les tenants et aboutissants de cette nouvelle force ont été exposés aux membres du gouvernement. Aucun détail n'a été occulté par le colonel Yaya Soumaïla, rapporteur de la dite commission. La commission a retenu pour la force unique de sécurité intérieure le statut paramilitaire. La force unique de sécurité intérieure telle que conçue ne disposera ni du droit syndical ni du droit de grève. Mais il y sera institué des délégués de personnel qui sont les représentations des différentes catégories de personnel au sein de cette force. La force unique de sécurité intérieure sera dénommée police républicaine. La commission a donc retenu que la police républicaine maintienne les attributions de police aux armées précédemment exercées par la gendarmerie nationale et continue de participer à la défense opérationnelle du territoire qui s'exerce déjà par les deux forces fusionnées. La commission a retenu qu'il soit donné la possibilité à certains personnels de la gendarmerie nationale qui le souhaiteraient d'être maintenus dans les forces armées béninoises. S'agissant des dispositions à prendre pour réaliser une fusion harmonieuse, la commission suggère la création de la police républicaine, la dissolution de la police et de la gendarmerie nationale, le reversement des personnels des deux institutions dans la police républicaine, le reversement des patrimoines matériels et immatériels des deux institutions à la police républicaine. Désormais appelés à unir leurs efforts pour assurer la veille sécuritaire, les policiers et les gendarmes sont en passe de sceller un lien fécond pour la protection des personnes et des biens. Je viens de recevoir avec grand bonheur le rapport de la commission que j'ai mise en place le 4 janvier de cette même année pour conduire l'étude de la création d'une force unique chargée de la sécurité
intérieure. Ce choix majeur participe de la volonté affichée par le gouvernement d'assurer la protection et la sécurité des citoyens en toutes circonstances et d'établir un cadre propice à la construction des bases de la transformation économique et sociale de notre pays. Les défis sécuritaires de notre temps ont changé de nature et de dimension. Ces défis nous imposent une cohérence d'action et une meilleure organisation de nos forces de sécurité publique. Aussi, les prérogatives traditionnellement dévolues à l'une ou l'autre ont-elles évolué dans un environnement mondial où les enjeux se sont déplacés vers la prise en charge de nouveaux risques. En effet, les menaces auxquelles le monde doit désormais faire face ont pour nom le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic de drogue et de substances illicites de tout genre en bande organisée dont les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. Ces menaces exigent une nouvelle définition des rôles et de nouvelles compétences davantage tournées vers le développement du renseignement. L'ère du policier ou du gendarme posté au bord de la voie ou dans nos contrées est révolue. L'efficacité de l'organisation des forces de sécurité publique repose désormais partout dans le monde sur la capacité à anticiper sur les risques à travers la collecte d'informations précieuses et le pistage des porteurs de risques. Par ailleurs, les ressources limitées de notre pays nous contraignent à plus de rationalisation et de recherche d'efficience dans l'utilisation de nos forces de sécurité. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, les défis à relever au travers de ce projet de création d'une force unique de sécurité intérieure sont importants, si tant est que notre pays veut jouer pleinement sa partition dans la lutte contre les fléaux qui sont désormais sans frontières. Mais au-delà d'une simple question d'organisation, c'est une véritable mutation que nous nous apprêtons à opérer, car il ne s'agit guère d'une simple recherche de synergie entre les unes et les autres, des forces que bientôt nous qualifierons d'anciennes. Cela sous-entend que l'esprit de ce changement ne repose pas sur le tout en un, mais la naissance d'une nouvelle force qui gomme les anciennes identités au profit d'une force unique pour la sécurité intérieure. C'est cela le défi le plus important à relever. Dans cette perspective, je compte sur l'ensemble des institutions de la République dont l'accompagnement est indispensable à la réussite de ce projet. Quant à mon gouvernement, il ne ménagera aucun effort dans la conduite et l'atteinte des objectifs fixés pour que notre pays puisse disposer d'une nouvelle force de sécurité publique à notre satisfaction. Messieurs les membres de la Commission, en vous remerciant pour la qualité du rapport que je viens de recevoir, le temps que j'en ai discuté un petit peu avec vous avant cette présente cérémonie, je compte sur la disponibilité de chacun de vous afin qu'au-delà de la présente cérémonie de remise de rapport, le travail de concrétisation démarre dès maintenant avec la feuille de route que vous proposez. À cet égard, les décisions appropriées seront prises par le Conseil des ministres à temps. Vive le Bénin, je vous remercie. L'ensemble
du cadre. Bonne nouvelle pour les citoyens béninois. Il est désormais possible pour un abonné de conserver son numéro de téléphone tout en changeant son opérateur de téléphonie mobile. Le projet de portabilité des numéros mobiles PNM est une initiative de l'ARCEP Bénin. L'objectif du PNM est de promouvoir la concurrence dans le secteur de la communication à des services de qualité et à des prix raisonnables. Et pour ce faire, un organe de gestion du processus de la mise en œuvre a été mis sur pied. Il est composé de 3 groupes et chacun avec une mission bien définie. Le groupe de pilotage de la portabilité a pour mission d'assurer le bon déroulement du processus de mise en œuvre et du lancement de la portabilité des numéros mobiles. Quant au groupe de travail réglementation de la portabilité des numéros, il a pour mission de préparer les documents relatifs au cadre juridique et réglementaire de la mise en œuvre et de la fourniture du service de portabilité des numéros mobiles. Et enfin, le groupe de travail processus et technologie proposera le cadre technique du processus de la mise en œuvre et de la fourniture du service de portabilité. Le projet de portabilité des numéros mobiles PNM au Bénin est l'une des ambitions du gouvernement. Le ministre de l'économie numérique et de la communication a invité l'ARCEP, organe de mise en œuvre du projet, à prendre en compte les initiatives et propositions de toutes les parties prenantes. Ma présence à cette cérémonie témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir et à soutenir les activités de l'ARCEP en vue d'accroître les opportunités des populations de jouir de services de qualité et à leur choix. L'introduction de la portabilité des numéros mobiles fait partie intégrante de cette recherche de solutions et je suis convaincu que votre présence à cette cérémonie est la preuve de votre engagement à œuvrer pour donner au Bénin une image nouvelle, celle d'un pays soucieux de l'accès facile de ses citoyens aux services de base. La portabilité des numéros mobiles est déjà expérimentée dans bon nombre de pays et particulièrement ceux de l'Afrique, dont le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Où en sommes-nous dans l'exécution du PTA de notre ministère? À mi-chemin, selon les performances au 30 juin 2017, au regard de la prévision du premier semestre, qui est de 57,78%. Les taux d'exécution physique et financière s'établissent respectivement à 24,44% et 21,41% base ordonnancement, pour un taux d'engagement de 31,83%. Conclusion, des efforts restent à faire pour améliorer ses performances. Et en faisant le point des différentes activités menées au cours de ces 6 mois, la ministre du Travail a rappelé aux participants la tâche qui leur incombe. Au cours des travaux, vous aurez à faire une analyse rétrospective de l'exécution des activités et tâches prévues au PTA jusqu'au 30 juin 2017 à travers la comparaison des réalisations avec les prévisions pour déterminer les écarts et les justifier, l'appréciation des niveaux d'exécution physique et financière du PTA, l'identification des difficultés rencontrées et des mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer la mise en œuvre des activités et la performance au cours du second semestre de la même année. Au regard de la pertinence de cet exercice, qui est une exigence de la gestion axée sur les résultats, le représentant de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, et celui du Bureau d'analyse d'investigation BAI participent aux travaux. Ce poste de collecte primaire de lait installé à Ga-Egor est la porte d'entrée à la mini-laiterie de Tchaourou. Une fois à la mini-laiterie, le lait collecté est traité au laboratoire avant d'être transformé en yaourt et en lait pasteurisé. Le ministre de l'Élevage estime que l'infrastructure respecte les normes de qualité. En matière de qualité, je crois que nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui. Dans mon adresse à la population ou à ceux qui y travaillent, c'est de maintenir la propriété et maintenir les équipements. Autrement, d'ici 3 ans, ce sera plus viable.
La mini-laiterie de Tchaourou n'est pas raccordée à l'énergie électrique et se contente de ce groupe électrogène qui revient cher selon le président du comité de gestion de la mini-laiterie. À ce sujet, la mairie de Tchaourou a mené toutes les démarches en direction de la Société béninoise d'énergie électrique. La demande est faite déjà à l'ASBE. La facture est arrivée et nous avons déjà libéré les sous. Le ministre de l'Agriculture a ensuite visité cet abattoir moderne en construction à Tchaourou et plusieurs autres infrastructures. Nous étions à Savet pour visiter disons un marché à bétail également. Et nous avons aussi visité un privé qui a pris les Giralando et dont ils en font l'exploitation pour la production de lait. Nous avons également visité le Centre national d'insémination artificielle il y a quelques heures où la promotion de l'élevage trouve une ressource à ce niveau-là. Parce que les semences sont collectées d'animaux qui sont performants, reconnus performants. C'est à partir de ces animaux que l'on collecte les semences qu'on peut garder. Ça permet de diffuser beaucoup plus quelque chose de haut niveau qu'on veut utiliser pour améliorer nos productions, nos animaux, puis la production qu'ils font, surtout le lait, mais également la viande. On est en train de finir cette tournée à Parakou devant le marché de bétail, un marché vraiment très important. Du fait même de la position de Parakou, et d'après ce que j'ai entendu, c'est pratiquement un marché pour toute la région. À tous les niveaux, Delphin Koudandé échange avec les acteurs pour une meilleure gestion des infrastructures en vue d'en tirer le maximum de profit. Voici l'état dans lequel se trouvait le bloc opératoire du centre de santé de Kétou jusqu'au samedi dernier. Un bloc à l'abandon et fermé pour des raisons de plateau technique dépourvu et défectueux depuis 17 ans. Je suis un peu triste parce que il y a des enfants qui sont morts précisément parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'intervenir ici. Des souvenirs désormais du passé puisque grâce aux efforts conjugués de certains fils de la localité, ce lot de matériel, un don dont une table d'anesthésie vient d'être offerte. C'est une joie pour moi de voir la réouverture du bloc opératoire de Kétou. Mais je m'engage à faire beaucoup pour ce bloc opératoire. Un don qui induit du coup la remise en service du bloc opératoire de cette formation sanitaire, l'une des plus grandes du département du Plateau. Ce n'est que le début, n'est-ce pas, des dons dont on va bénéficier au niveau du bloc opératoire de Kétou. Je vais inviter tous les cadres du département du Plateau vraiment à se mobiliser comme un seul homme pour relever les défis très importants pour le bien-être des populations, comme ce défi qui vient d'être relevé à l'hôpital de Kétou. Vraiment, c'est un gros soulagement. Les pleurs vont enfin cesser. Je crois que ce acte de ce soir nous met encore face à nos responsabilités. La reprise de service du bloc opératoire du centre de santé de l'arrondissement central de Kétou vient donc résoudre un problème de santé important, celui de l'accessibilité aux soins de qualité dans le département du Plateau. Système de planification au Bénin et territorialisation des politiques publiques. Telle est la première communication du premier atelier de lancement officiel des formations interdépartementales sur le guide méthodologique d'analyse du PDC, le plan de développement communal. Ce guide comporte les méthodes de vérification de la bonne conduite du processus d'élaboration, les techniques d'analyse de la pertinence des options et des objectifs, ainsi que les outils d'analyse de la cohérence du PDC avec les orientations nationales. Le développement local répond à de nouveaux défis, tels les changements climatiques, la prévention et la gestion des catastrophes, ainsi que tous les ODD, objectifs du développement durable. Il fallait alors réactualiser le guide de méthodologie pour le PDC de 3e génération. Depuis la première jusqu'à la 2e génération des plans de développement communaux, le contenu de ces documents souffre de certaines insuffisances
quant à l'approfondissement des thématiques et de leur arrimage aux orientations nationales et stratégies sectorielles. Il s'est donc avéré nécessaire de revoir les différents critères d'analyse des dits PDC afin qu'ils soient de véritables outils de planification et de développement à la base. L'ancien guide d'analyse des PDC, élaboré en 2008 avec l'appui technique du ministère du Plan, a été actualisé en 2017. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a au programme de renforcer les capacités des préfets et de leurs collaborateurs afin de leur permettre d'apprécier avec efficacité le contenu de ces documents avant leur approbation. Les 12 préfets des départements sont donc venus à cette école du guide qui montre le chemin pour une belle gestion, une bonne gérance et une meilleure gouvernance de nos 117 communes. Derrière cette euphorie de ces candidats déclarés admissibles au baccalauréat, session de juin 2017, se cache une difficulté. L'orientation dans les études supérieures à travers le choix des filières. Sur la question, les avis sont partagés. Je veux faire la pharmacie parce que ma mère est pharmacienne et depuis, je dois prendre sa pharmacie. C'est un métier qui me plaît à l'origine et le fait de l'avoir tout le temps, ça a encore plus renforcé mon envie d'être pharmacienne. Bon, je pense me lancer dans les carrières pratiques en électricité, bien même en industrie. Donc je peux dire, compte tenu de mon entourage, et puis voir aussi les besoins du monde dans lequel nous nous trouvons. Dans le lot, beaucoup sont indécis. Un autre traumatisme après la réussite. Je n'ai pas encore choisi. L'année prochaine, je pense aller dans le couvent des religieuses. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas encore choisi. Pour le moment, je n'ai pas encore choisi une filière fixée. Mais avec le temps, je vais bien choisir la filière pour assurer mon avenir meilleur. En attendant des séances formelles d'orientation des nouveaux bacheliers, certains responsables d'établissements d'enseignement supérieur prennent d'assaut les centres d'examen pour proposer aux futurs universitaires des filières d'études et les avantages y afférents. Je suis là ce matin pour apporter à mes jeunes frères ce qui se fait de mieux à l'université. Au fait, cette année, l'université a instauré dans son programme habituel une nouvelle offre de formation qui inciteront les apprenants à aller du côté de l'entrepreneuriat. L'université a émis des offres de formation et lorsque l'apprenant commence le cursus, déjà commence par développer des compétences managériales, entrepreneuriales, peut commencer déjà lors de la formation à créer sa propre activité et même à la fin aussi, de ne pas attendre qui que ce soit avant de se lancer dans ce qu'il a appris. Une innovation de l'université d'Abomey-Calavi qui promeut l'entrepreneuriat et le développement des petites unités de production. Ils étaient près d'une cinquantaine, munis de balais, pelles et poubelles. Ces jeunes leaders du Bénin ont procédé au nettoyage du CNHU et de la prison civile de Cotonou. Cela en l'honneur du leadership et du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve durant sa vie. Nous avons choisi balayer aujourd'hui le CNHU et la prison civile en même temps pour permettre aux malades de pouvoir vivre dans un environnement sain. Ce qui nous réunit, c'est d'honorer ce grand homme, le Madiba, Nelson Mandela, qui a, par son leadership, transformé l'humanité. Nous croyons qu'en tant que jeunes Africains, c'est notre devoir de pérenniser ces grands hommes qui nous ont laissé un héritage fort. Cette action de salubrité se veut donc un appel à la jeunesse béninoise et africaine à agir et à inspirer le changement. L'idéal pour un jeune, surtout qu'on est dans cet âge-là, cette période-là où on peut se donner à 100%, c'est de s'investir à faire quelque chose d'utile en fait pour la nation. Ces jeunes leaders veulent ainsi assumer le fardeau du leadership pour changer le monde. Nous avons l'ambition de faire des activités au niveau de nos frères
sensibiliser les jeunes filles sur la planification familiale, la santé et la reproduction, les former en leadership. Et nous travaillons aujourd'hui à ce que nous ayons des jeunes aux instances de prise de décision à hauteur de 30%. Au gouvernement, 30% au Parlement, 30% des femmes à divers niveaux donnés, 30% du budget national à l'endroit des jeunes également. C'est notre vision à nous. Un combat pour changer le monde et le rendre meilleur. La lecture du Saint-Coran en compétition à Porto Novo. Une initiative de la Jamaat islamique Ahmadiyya. L'institution célèbre le 50e de sa présence au Bénin sous peu. Chaque candidat dispose de 5 minutes pour dire publiquement le test dont il a tiré au sort les références. Le Coran dont nous avons fait la compétition ici, ça commence par Ikra. Ikra veut dire lit, transmet et communique avec ça. Je crois que ça veut déjà tout dire. À l'issue de la compétition qui a duré plus de 3 heures d'horloge, le jury du concours rend son verdict. Ces 3 concurrents à l'écran se tapent les 3 meilleures places du concours. J'aime la lecture du Saint-Coran. Vraiment, quand je lis le Saint-Coran, je suis en l'aise. Chaque matin, avant la prière, quand j'étais à l'école, avant de finir l'école, chaque matin, avant de partir à l'école, je lis le Saint-Coran. Il y a des temps que s'il n'y a pas quelque chose à faire là, je prends le Saint-Coran et je lis. La Jamaat islamique Ahmadiyya, une organisation caritative musulmane, opère au Bénin dans plusieurs secteurs de développement du pays. La santé, l'éducation et la formation professionnelle, sans oublier la prise en charge des personnes socialement défavorisées, pour ne citer que ces domaines.